Voilà, bonjour. Merci de rester aussi nombreux pour ce dernier volet de l'atelier. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter les opportunités, donc les soutiens pour les producteurs indépendants, et c'est en fait de vous préparer à Europe Créative. Donc, aujourd'hui, mon objectif est de vous outiller pour que vous soyez le plus prompt à répondre dès que nos appels à propositions pourront être lancés. Donc je ne sais pas si vous étiez, combien de vous étaient présents ce matin à la session. Donc je me permets de revenir sur les priorités, sur notre mandat légal en quelque sorte, car voilà, c'est le fondement même de notre raison d'être des soutiens. Au niveau donc du programme Europe Créative, l'objectif est de renforcer la compétitivité en vue de promouvoir une croissance durable. Et au niveau du sous-programme média, donc de médias, accroître la capacité des producteurs audiovisuels à développer des projets présentant un potentiel à circuler en Europe et à l'international et faciliter la coproduction européenne et internationale. Donc, je vais commenter un petit peu plus, évidemment, ce qui est cette base légale et cela sous forme de concepts clés. Donc, nouveaux programmes, nouveaux objectifs, nouvelles ambitions. Ça sonne comme un slogan, mais voilà, ça ne sera pas que des mots. Et il faut que, sous ce programme-ci, nous ne soyons pas que des mots et qu'il y ait véritablement derrière, effectivement, des données, un impact. Donc, au niveau du contexte, c'est un nouveau programme car, d'une part, de par cette ombrelle qui couvre culture et médias, les synergies qui en découleront font que c'est un nouveau programme. Et par ailleurs, le contexte est quand même différent des programmes antérieurs, et cela aussi bien d'un point de vue économique que technologique. Au niveau donc des objectifs, les priorités, les mots sont un petit peu les mêmes et les problèmes et les défis que nous devons vous aider à surmonter au niveau, donc dans le paysage audiovisuel, sont tout de même les mêmes. La fragmentation, je suis dans ce programme depuis maintenant plusieurs années, la fragmentation des marchés n'est pas quelque chose de nouveau, mais cette fois-ci, nous devons les aborder d'une façon nouvelle, plus innovante. Et donc, ce qui nous conduit à nos ambitions, cette fois-ci, plus que jamais, notre programme devra avoir un effet structurant et nous devons être très vigilants à ce qui est en termes de valeur ajoutée européenne. Donc voilà, donc les soutiens pour la production indépendante se déclinent véritablement dans cette dichotomie continuité et innovation. Donc continuité, évidemment, il s'agit de garder et conserver les acquis, ce qui a fonctionné, d'où par exemple, évidemment, on maintient la distinction entre projet individuel et le slate funding, donc le soutien à un catalogue de 3 à 5 projets. Et pour cela, donc, nous avons une enveloppe de 17,5 millions qui est consacrée au développement de projets d'animation, documentaires de création et de fiction. Donc, à tout ce contexte-là, vous êtes familiers, et qui sont principalement soit destinés à une diffusion en salle, soit à une diffusion télévisuelle, soit à l'exploitation commerciale de contenu numérique. Donc voilà, le budget, non, il n'a pas diminué, puisque nous avions pour le développement en individuel et en slate funding, nous disposions de 17 millions. Donc, vu l'austérité qui plombe quand même pas mal l'atmosphère en général, je pense que pouvoir vous annoncer aujourd'hui 17,5 millions, c'est un acquis très important. Un tout nouveau soutien, donc il est nouveau parce que c'est un véritable soutien pour les jeux vidéo, donc jeux vidéo stand-alone comme on les appelle. Donc nous avons entendu les demandes venant du secteur et effectivement les jeux vidéo sont maintenant intégrés et reconnus, même consacrés dans la base légale comme étant partie de l'audiovisuel et donc sont également reconnus dans leur dimension culturelle. Vous reconnaîtrez que l'enveloppe de 2,5 millions est en fait celle qui était consacrée aux œuvres interactives, qui est donc ici investie dans le développement de jeux vidéo. En ce qui concerne la programmation télévisuelle, donc oubliez que
nous étions un soutien à la diffusion télévisuelle. Aujourd'hui, nous sommes un soutien à la programmation télévisuelle. Et donc, nous disposons d'une enveloppe de 11,8 millions pour encourager la production et la diffusion de projets d'envergure, de qualité, pour des marchés européens et internationaux. Donc ici, de nouveau, nous sommes quand même porteurs de bonnes nouvelles au niveau budgétaire, puisque le budget qui était alloué en 2013 et en 2012 était de 10,8 millions. Donc nous avons une augmentation d'1 million. Voilà, je vais continuer un petit peu à vous décliner Europe Créative, comme je vous disais, donc à vous outiller, à vous préparer, toujours sous forme de mots-clés. Donc on a déjà abordé continuité, donc je dirais aussi continuité, nos soutiens sont des subventions. Donc voilà, il ne faut pas oublier que c'était un acquis, que ça n'a pas toujours été le cas dans les programmes précédents. Créativité, forcément, c'est un programme qui est sous l'égide Europe Créative, donc forcément, là, il sera fait la part belle à la créativité et également à ses déclinaisons en termes de diversité, ce qui, au niveau européen, est pour nous un facteur d'enrichissement indispensable. Donc, créativité haute qualité, nous avons toujours été un soutien d'ordre sélectif, donc qui a toujours visé la qualité, qu'il a mis dans ses critères d'attribution en avant. Le potentiel de diffusion non national élevé, voilà, il faut vraiment, pour nous, l'impact est d'apporter du contenu non national en Europe et le plus loin possible à l'international. Donc c'est un souci majeur qui doit devenir également le vôtre dans le développement de vos projets. C'est également atteindre son public, donc en anglais on utilise audience reach, et ça c'est quelque chose qui est également, même si c'est de développement, dès le début nous souhaitons intégrer beaucoup plus, je dirais en termes de conscience, cette idée d'atteindre son public, mais son public ne veut pas dire le public à la Tintin de 7 à 77 ans nécessairement, cela dépendra vraiment de la cohérence de votre projet, il peut s'agir d'une niche, mais il s'agit de la connaître et de savoir comment l'atteindre. L'innovation, ça c'est quelque chose qui ce matin également a été mentionné et c'est également un mot-clé sur lequel je reviendrai. Simplification, voilà, nous sommes une administration, c'est vrai, nous sommes une administration à la fois des fois bureaucratique, mais nous essayons vraiment de simplifier au maximum. Je crois également qu'avec beaucoup de vous, on a pu établir un dialogue en tant qu'agence et avec vous professionnels. Nous avons toute une équipe, vous trouvez toujours quelqu'un derrière une ligne de téléphone pour vous expliquer au mieux. Voilà, donc encore, ça c'était, voilà, encore des mots-clés. Voilà, j'essaye d'enfoncer quelques clous. Alors, coproduction, vous avez vu que c'est la première fois que ce mot apparaît dans la base légale. Donc, évidemment, ce n'est pas la coproduction lorsqu'elle n'est pas nécessaire. Il s'agit des coproductions dans le sens naturel. Nous savons très bien qu'il n'est plus question des Europudding du passé. Aujourd'hui, la coproduction est une réalité. La plus grande partie des projets de fiction que nous soutenons le sont, mais c'est également l'idée de projet. C'est un garant, la coproduction, évidemment, de poursuivre cet objectif de diffusion la plus large possible. Jeux vidéo, donc voilà, je pense que je l'ai déjà assez souligné. Fiction européenne de prestige, parce que la fiction télévisuelle a vraiment évolué. Et là, citons quand même nos concurrents américains, ils travaillent très bien. J'imagine même que parmi vous, il y en a qui sont des passionnés de séries américaines. Eh bien, l'ambition, c'est pour nous de soutenir une fiction qui soit similaire en ambition et véritablement de créer un appétit pour de la fiction européenne. Et donc, nous revendiquons un effet structurant, une valeur ajoutée européenne dans l'investissement, dans nos soutiens. Donc, pour nous, il est important de pouvoir le dégager. Et cela se fera déjà lors de l'évaluation à mi-parcours de futurs programmes d'Europe créative, et d'autant plus en fin du programme, qui doit encore être lancé. Mais voilà, je pense qu'il faut avoir une vision, pas de court terme, il faut une vision moyen-long terme, car nous devons construire cet effet structurant pour pouvoir déjà justifier le programme qui suivra Europe créative. Distribution internationale, voilà, c'est de nouveau encore un mot-clé qui subliminalement doit rentrer dans votre travail.
Voilà, j'ai encore d'autres concepts clés un tout petit peu plus concrets, cette fois-ci, moins sous forme de mots abstraits. Donc, de l'e-form à la candidature sans papier, je pense que nous avons réussi en développement, sans trop de difficultés, le passage au formulaire en ligne. Et c'est très bienvenu et nous allons en développement passer à une vitesse ultérieure puisqu'il n'y aura plus d'envoi de candidature en papier. Donc c'est fini, la course à la poste, l'attente du DHL qui n'arrive pas, les pleurs et tout ça, voilà. Ça vous rappelle des choses, hein? Ça vous rappelle des choses. Moi aussi, ça me rappelle des choses, mais bon. Ceci dit, il faut tout de même, l'e-form a ses propres challenges et ses défis lui-même. Donc, évidemment, n'attendez pas la dernière minute. Je sais, vous êtes producteur, je sais, vous avez beaucoup de choses, et la dernière minute est un moteur formidable. Mais voilà, s'il vous plaît, prenez au moins un jour d'avance pour envoyer. C'est mon conseil, tout simplement parce qu'il n'y aura pas d'exception. Si on dit que c'est midi pour envoyer la candidature, ça ne sera pas midi 1. Ce qui est important, peut-être un tuyau technique, c'est quand même également de tester votre, la compatibilité des serveurs entre votre serveur et notre serveur, car si vous découvrirez à la dernière minute qu'il y a une incompatibilité qui est en fait due à vos propres settings, comme on dit, vous-même vous vous sécurisez, enfin peut-être pas vous, mais vos IT, donc ça c'est important de tester à l'avance également, et vous verrez qu'il y a un lien qui vous permettra de tester cela. Donc je vous encourage vivement parce que d'autant plus les délais sont ce qu'ils sont, le nombre d'échéances seront ce qu'elles sont et donc il ne faut surtout pas les manquer. Alors, pré-enregistrement en tant que société, ça c'est aussi un concept très concret. Donc enfin, avec Europe Créative, nous aurons ce que nous avons toujours rêvé d'avoir, c'est une base société centralisée. Donc, vous allez devoir vous enregistrer et ça va être peut-être un peu pénible au tout début, mais ça doit être fait une seule fois dans la vie de la société. Donc, je vous prépare déjà maintenant à des mots-clés qui seront, est-ce que vous avez votre ECAS, parce que vous allez devoir créer un compte, vous allez avoir un nom d'utilisateur, vous allez créer un mot de passe, donc surtout notez-le quelque part, parce que dans une société quand même, ça serait dommage que la personne qui a créé cela quitte la société et vous seriez un peu perdu, donc il y a cet aspect-là. Ensuite, je vous invite également à vous familiariser à, est-ce que vous avez votre numéro PIC? C'est le numéro d'enregistrement, donc vous serez informé très rapidement, donc au travers du réseau des desks, qui concrètement vous expliqueront et vous donneront l'adresse à laquelle vous devez vous enregistrer. Mais je vous signale bien que c'est une démarche préalable, car vous ne pourrez pas soumettre une candidature sans avoir encodé votre numéro PIC. Donc, si vous faites tout cela à midi moins 5, je vous assure que vous allez avoir un problème énorme le jour de l'échéance. Donc voilà, ça demande un petit peu. Nous sommes légèrement en retard cette année-ci pour le lancement du programme, mais vous avez de votre côté pas mal d'étapes à franchir. Donc, je vous invite à penser à votre numéro PIC. Il faut que ce soit vraiment à la mode. Alors là aussi, la grande mode, chez nous en tout cas, et j'espère que ça deviendra chez vous aussi, c'est le lump sum. En anglais, c'est pas si sexy. En français, forfait, montant forfaitaire. Voilà, je reviendrai là-dessus. J'essayerai de vous les rendre séduisants et de vous convaincre que c'est beaucoup mieux pour vous. Voilà, et également, donc, on s'est permis de prévoir une précision au stade auquel soumettre. Il y a eu des discussions là derrière, mais là également, je prépare uniquement mes slides futurs, donc je vais vous expliquer mieux. Rapidement, donc, une vue d'ensemble des opportunités qui les résume. Donc, vous voyez bien d'un côté développement, vous voyez bien télé. Vous voyez également en chiffres un petit peu notre prévision 2014. Donc là, nous disons 1200 candidatures pour le développement. Nous ne savons pas, c'est un chiffre basé un petit peu sur la moyenne statistique. Par contre, nous savons que cela se traduira en environ 260 sélections qui peuvent se décliner plus ou moins en 160 projets individuels, en 80
soutien au catalogue de projets et en 20 projets de jeux vidéo. Et je dis bien environ, mais l'enveloppe étant donc ce 20 millions d'euros. En télé, de nouveau ces statistiques, nous tablons sur environ 170 candidatures. Le budget qui est prévu de 11,8 millions, en principe, nous permettra donc de sélectionner 50 projets. Alors, j'aurais pu vous noyer de statistiques. Voilà, et donc je vous dis tout de suite, c'est la seule. C'est la seule incursion rétrospective, je dirais, dans le passé. Vous voyez bien aussi d'où on vient. Pour moi, il est important, avant vraiment d'approcher un nouveau programme, il est important également de savoir d'où on vient et de quoi on parle. Donc voilà, vous voyez bien que Média 2, nous étions à 2300 candidatures, nous avions un taux de sélection de 17% et le montant était de 14,5 millions. Nous sommes passés ensuite à une nouvelle génération de programmes, Média Plus. Donc là, le nombre de candidatures moyen par an, vous voyez bien, était à 638, donc très réduit par rapport au programme Média 2. Et cela, c'est parce qu'on a introduit des critères d'éligibilité, d'où notamment le critère qu'il fallait avoir une expérience et également que le nombre de candidatures était limité. Alors que sous Média 2, n'importe qui et n'importe combien de projets pouvaient être soumis par une société à condition qu'elle était au courant des opportunités de médias. Or, Média Plus, ça c'est la moyenne. Avec un excellent taux de sélection, évidemment, de 42,5%, avec un budget un peu plus élevé que Média 2, donc 15,5 millions. Plus récemment, donc l'histoire de 2007-2013, c'est 1200 candidatures par an environ, ce qui pour moi est très bien dans le sens que ça veut dire que le développement est devenu une réalité. Parce que pendant longtemps, nous avons dit qu'en Europe, il manquait vraiment l'attention nécessaire au développement. Je pense que ce chiffre-là démontre quelque part que vous, en tant que producteur, vous êtes bien conscient de l'importance de cette étape décisive dans la vie d'un projet. Par contre, notre taux de sélection, voilà, il est à presque 23%. Derrière cela, puisque c'est la moyenne globale de tous les types de soutien, donc en projet individuel, ça correspond environ à cela, c'est à 23%, entre 23 et 25% pour le documentaire, pour l'animation. C'est plus bas pour la fiction, donc c'est beaucoup plus compétitif la fiction, c'est 17,5%. C'est un petit peu plus élevé pour le slate funding. Pour le slate funding premier stade, c'est environ 25% et un 45% pour le deuxième stade. Mais bon, globalement, voilà la moyenne et pour cela, nous avons disposé d'un budget de 19,6 millions. Ceci, c'est une moyenne, car normalement, notre budget annuel était toujours, la dotation était inférieure, mais nous avons pu souvent faire des listes de réserve et bénéficier d'autres lignes d'action qui ne parvenaient pas à dépenser. Mais cette fois-ci, vu l'économie du prochain programme, il ne faut pas nécessairement tabler sur ces possibilités-là. Alors, quel changement majeur pour le développement? Donc, premièrement, vous allez trouver les projets individuels et les slate funding dans un même document de ligne directrice. L'idée, c'est de les mettre en miroir et de vous permettre plus facilement, surtout si vous ne connaissez pas le programme, de pouvoir situer beaucoup plus rapidement quel est le type de soutien qui vous convient le mieux. Une inclusion plus claire des projets pour plateformes numériques. Donc, c'était déjà le cas. Donc, les projets individuels pouvaient inclure évidemment du contenu numérique, mais ce n'était pas aussi clair, je pense. Et ce qui est nouveau, c'est que dans le cadre des projets individuels, il s'agit de contenu linéaire et ou interactif. Et qu'il soit transmédia, cross-média, c'est également possible. Une tentative de clarification concernant donc le stade auquel le projet devrait être soumis. Alors, la règle que vous trouverez dans les lignes directrices, c'est que le projet n'est pas censé entrer en production dans les 8 mois à partir de la date de soumission. Donc les 8 mois sont en rouge parce que de l'encre, du sang a coulé, ça a été beaucoup discuté. Là, ça a prouvé qu'il y a un dialogue quand même structuré avec le secteur parce que nous avions prévu 12 mois, mais nous avons pour ce lancement de programme effectivement donc finalisé sur le chiffre 8.
Il est important de vous expliquer pourquoi, en fait, cette précision. À quoi sert-elle? Ou est-ce que c'est vraiment, voilà, qu'est-ce qu'on a inventé là? Derrière cela, il y a un premier message qui est de ne pas vous presser à entrer en production. Prenez le temps nécessaire pour bien développer un projet, donnez-lui toutes ses chances d'aboutir au mieux parce que vous connaissez le chiffre de production. Donc je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans le débat est-ce qu'on produit trop. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous souhaitons investir dans des projets qui peuvent circuler. Donc il y avait un premier message de ce style. Le deuxième message est également que nous avons le budget tel qu'il est. Vous avez vu les taux de sélection. Je ne sais pas quels seront les taux de sélection, j'espère bien meilleurs sous Europe créative, mais vous avez bien vu que nous ne pouvons pas adresser tout type de projet. Donc l'idée était d'intéresser également des projets qui ont des vrais défis, des difficultés de développement, qui ont une ambition qui fait qu'il y a des besoins réels de développement qui nécessitent une certaine durée. En même temps, je l'ai dit que sous ce programme-ci, nous revendiquons notre effet structurant. Et donc, si vous soumettez une candidature et vous entrez en production à peine au moment même où on vous donnerait la nouvelle, vous êtes sélectionné, où est pour nous l'effet structurant? Pour nous, il est important qu'on ait un véritable impact sur le développement des projets. Le budget également, vous verrez, il sera simplifié. Donc, les montants forfaitaires, ça fonctionne pour les projets individuels, et je vous expliquerai ça le plus en long et en large possible. Par contre, pour le slate funding, vous allez continuer, si vous êtes déjà habitué, à ce qui est l'approche budget-based, donc avec un budget, avec des comptes certifiés par un comptable externe que vous nous soumettrez. Mais ces budgets seront simplifiés, on a essayé de les rationaliser, car le plus de lignes on établit, le plus ça vous induit après ça vous piège en quelque sorte, parce qu'après on est là de devoir vous dire, vous vous êtes trompé de ligne, vous n'avez pas prévu assez ça, vous avez une variation qui dépasse l'autorisation des 10%, etc. Donc voilà, on a pensé également de simplifier le reporting des slate funding par un budget simplifié. En ce qui concerne donc les projets individuels, les montants forfaitaires, ça c'est pour bientôt. En ce qui concerne le slate funding, alors quels sont les changements majeurs? Donc, primo, nous avons arrondi le soutien maximal qui est possible à 200 000 €. Et nous l'avons par contre limité à 150 000 lorsqu'il s'agit de slate funding uniquement de documentaires de création. Par contre, ça ne change pas qu'au sein du catalogue de projets, par projet, vous pouvez demander, selon vos besoins, de 10 000 à 60 000 €. Donc, ça reste à la carte de ce côté-là, sachant toujours derrière, donc là, je ne le dis même plus, mais il y a toujours la règle des 50% de cofinancement. Nous sommes une subvention, mais il n'en reste pas moins que vous êtes censé cofinancer sur le plan de développement. Un seul type de soutien au catalogue de projet et une seule échéance. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, en tout cas, préparez-vous pour 2014, il y aura une seule échéance en slate funding. On verra ce que le futur réservera. Donc, ça, c'est déjà une première information importante. Et également, il n'y a plus qu'un seul type de soutien au catalogue de projet. Donc, ceux qui ont suivi un petit peu l'histoire, vous vous souvenez qu'il y avait un slate funding premier stade et un slate funding deuxième stade. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus qu'un soutien au slate funding. Et l'idée, c'est, pour bien mettre l'accent sur le fait qu'au travers du choix des projets du catalogue, vous les inscrivez dans une vision stratégique et qui vise à améliorer et innover en termes de positionnement du marché. Donc l'idée, c'est que vous êtes une société, vous savez que le slate funding s'adresse quand même à des sociétés qui sont déjà assez établies, mais malgré qu'elles soient établies, elles ont des ambitions et elles connaissent leur positionnement sur le marché, mais elles visent également éventuellement des nouveaux marchés, de s'ouvrir à des nouveaux domaines, de s'ouvrir à des nouveaux modèles économiques. Et c'est cela qui permet donc d'élaborer une vision stratégique, et cela via le choix de projets. Donc, d'où
cette idée, cet accent sur ce que représente le slate funding, ce qui rejoint en fait ce qu'a expliqué Sari tout à l'heure. Le slate funding, il y a une vision société derrière, alors que le projet individuel, évidemment, est concentré sur le projet et les difficultés de développement qui lui sont inhérentes. Alors, le développement du jeu vidéo, quel changement majeur? Je pourrais dire que comme c'est un tout nouveau, c'est un nouveau mécanisme de soutien, tout simplement. Vous l'avez déjà vu tout à l'heure, il existe 2 niveaux. En fait, ces 2 niveaux dépendent de la capacité de cofinancement du candidat et au niveau du développement qui est souhaité. En fait, nous soutenons soit le développement de concept de 10 000 à 50 000 euros ou le développement du projet lui-même, donc cela allant jusqu'à l'établissement du prototype, et donc vous pourrez demander jusqu'à 150 000 euros. N'oubliez pas que c'est toujours sur base de 50%, donc là il faudra toujours pouvoir cofinancer. C'est un appel à proposition séparé, ce qui veut dire que vous pouvez soumettre en slate funding ou single project, projet individuel, et également si vous êtes éligible, donc à condition d'être éligible dans le cadre des jeux vidéo, vous pourriez également. Ceci dit, j'en profite également pour vous dire que dans le cadre des projets, des catalogues de projets, de slate funding, vous pouvez également développer des jeux vidéo, ce qui peut rentrer de nouveau, selon évidemment le profil de la société, dans une optique de stratégie. Donc, il y aura une seule échéance et au bout de laquelle il y aura 20 projets qui pourront être sélectionnés. Alors, pour la programmation télévisuelle, donc on oublie diffusion, c'est programmation télévisuelle maintenant. Donc, vous avez bien compris notre axe qui vise à renforcer la fiction. Bon, j'ai mis ici de prestige, c'est l'idée d'une fiction de qualité, d'ambition, qui n'est pas la fiction nationale, je dirais. Voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup plus que cela. D'où notre effort budgétaire, puisqu'on pourra obtenir un soutien de maximum 1 million d'euros. Mais quand je dis 1 million d'euros, cela ne concernera que ces projets d'ambition et dont le budget de production sera de minimum 10 millions d'euros. Et pour la première fois, et enfin, à la demande vraiment du secteur, les sequels, les 2e et 3e saisons d'une série existante seront possibles, mais j'aurais dû bien rajouter là, de fiction unique. Ce n'est pas le cas pour l'animation. Nous avons également veillé à renforcer l'indépendance de la société de production. Ça allait de soi, mais ce n'était pas clairement explicité dans les lignes directrices. Donc, nous avons simplement dit que le diffuseur ne peut pas être le coproducteur majoritaire et sa part ne peut pas dépenser 70% du plan de financement total. Ça paraît évident parce que, voilà, il s'agit de contenu qui est développé, dont l'initiative est portée par vous, producteurs, et donc il ne s'agissait pas de soutenir nécessairement là où il y a une demande, en fait, d'un diffuseur. Les formulaires seront en ligne, donc programmation télévisuelle maintenant est uniquement papier, donc elle fera la première étape en allant en ligne. Une partie, vu l'importance papier malheureusement encore pour ce soutien, puisque ça implique beaucoup de contrats, il y aura une partie papier qui sera également envoyée, mais vous serez déjà, en tant que, si vous avez déjà soumis en développement, vous aurez facile à soumettre en télé. Une bonne nouvelle, je pense, c'est l'augmentation du préfinancement à 60%. Donc, c'est lié à votre entrée en production. Je pense que c'est plus confortable de recevoir un préfinancement supérieur. Et également, nous avons veillé à réduire le nombre des rapports pour le monitoring à 2. Alors, quels sont les principaux changements au niveau des critères d'attribution? Donc, les critères d'attribution, c'est ceux qui sont évalués et qui donnent lieu et qui permettent donc d'établir un classement et de pouvoir être sélectionnés in fine. Il y a plus de poids au potentiel de distribution du projet. Je pense que ça, vous l'aurez compris, c'est en ligne et en cohérence avec les priorités du programme. Et également à la qualité des projets, ainsi qu'à l'expérience, potentiel et adéquation de l'équipe artistique. Donc je les mentionne ici parce que vous verrez que l'expérience, le potentiel et l'adéquation de l'équipe artistique représentent maintenant un critère en soi. Le focus est sur l'innovation
Donc, c'est peut-être plus simple à comprendre l'innovation en jeu vidéo, évidemment, innovation technologique, innovation en termes d'originalité, que ce soit un contenu qui n'est pas nécessairement répétitif ou en écho de ce qui se fait sur le marché. Mais en slate funding, nous avons également associé le slate funding avec une capacité d'innovation dans les critères d'attribution. Donc je vous anticipe déjà, comme je vous ai dit, je vous prépare aujourd'hui, je vous outille à pouvoir rapidement répondre aux appels. Vous aurez cette question dans le dossier de candidature. Expliquez votre capacité à être innovant dans vos activités et de quelle façon le catalogue de projets proposés est susceptible de démontrer votre capacité d'adaptation à un environnement audiovisuel à la fois compétitif et changeant, ainsi qu'à améliorer votre position sur le marché. C'est à vous de le rendre concret dans la réponse. Nous n'attendons pas de leçons de l'audiovisuel là derrière, mais c'est le reflet qui a guidé le choix de vos projets et de la réflexion qui est inhérente à tout dépôt d'une candidature en slate funding. Également, au niveau des critères d'attribution, il y a des bonus pour les cas suivants qui sont prévus. Donc, attention, il ne s'agit pas de critères d'éligibilité, donc ça ne doit pas être nécessairement le cas, mais il s'agit uniquement de bonus que nous avons prévus pour les candidats établis dans un pays à faible capacité de production. Il est évident que la France n'en bénéficiera pas. Donc voilà, ça c'est pas étonnant. Vous bénéficiez d'autres avantages étant établis, ayant votre résidence en France. Les projets qui sont destinés à une jeune audience, c'est une attention que nous avions déjà en fait dans le programme précédent, mais qui était juste marqué comme une attention et donc qui s'est effacée au fil des appels. Mais ici, voilà, nous voulons simplement le remettre peut-être en ligne, en cohérence, en écho avec l'éducation à l'image, qui est quelque chose qui reste une préoccupation importante. Mais de nouveau, ce n'est qu'un bonus qui est de 5 à 10 points selon que ce soit en télé ou en projet individuel. Les projets impliquant une coproduction avec une société établie dans un pays participant dont il y a une erreur, excusez-moi, la langue officielle est différente. C'est-à-dire, je reformule, la France qui coproduirait avec des pays qui partagent le français ne bénéficierait pas de ce bonus car il y a évidemment derrière cela une tradition de réciprocité et de coproduction naturelle. Donc l'idée est de nouveau chez nous derrière de soutenir ces projets qui ont des difficultés, des défis, qui présentent plus de défis au niveau du développement. Mais de nouveau, il ne s'agit que d'un petit bonus. Alors, quels sont les montants disponibles pour les projets individuels? Je vous avais promis que je vous parlerai en long et en large de ces lump sum, de ces montants forfaitaires. Alors, comment nous les avons établis? Donc, pour l'animation, le montant forfaitaire sera de 60 000 €. Pour le documentaire, il sera de 25 000 €. Pour la fiction, il y aura 2 niveaux. 30 000 € pour les budgets de production, si les budgets de production sont inférieurs à 1,5 million, et 50 000 € s'ils sont supérieurs, les budgets de production, à 1,5 million. Alors, comment nous les avons établis? Ces statistiques, sur les statistiques de ce que nous avons reçu, ce que nous avons analysé dans les rapports finaux qui ont été reçus tout au long de 2007. Donc évidemment, nous devions prendre des chiffres récents. Donc c'est pour cela que notre attention s'est portée sur tous les rapports finaux 2007-2013 qui étaient disponibles. Et ça a produit ces montants-là. Je sais que pour le documentaire de création, ça peut laisser sur sa fin parce que nous passons d'un système qui permettait de 10 000 à 60 000 €, mais c'est la réalité des chiffres qui est ici représentée par ce niveau de montant. Alors, comment cela se traduit au niveau de la candidature, une approche de montant forfaitaire, et qu'est-ce que ça implique au niveau du monitoring? Donc, au niveau de la candidature, il y aura un budget simplifié dont vous reconnaîtrez les postes parce que, évidemment, ce soutien au développement vise tout de même des actions de développement évidentes et vous devez être guidé dans cela, que ce soit donc le développement dans le sens artistique,
Donc tous les coûts évidemment liés à l'écriture, à la réécriture, et évidemment tous les coûts qui sont liés au montage financier et tous les coûts qui sont liés au marketing, à la promotion déjà que vous préparez, puisque vous souhaitez déjà, dès la phase du développement, de préparer au mieux la distribution de votre œuvre. Alors, pourquoi les montants forfaitaires? Il y avait, voilà. Simplification. Donc, je vous ai dit que je devais vous convaincre. Si je ne parviens pas aujourd'hui, vous verrez à l'usage que véritablement, c'est un avantage pour vous. Et je le dis de par l'expérience quotidienne. Donc, premièrement, les avantages pour vous, c'est une sécurité du montant lors de la sélection. C'est très beau qu'en document, vous pouvez demander jusqu'à 60 000 €. Mais sachez que cette année-ci, parmi les sélectionnés, 1% donc, quasiment un seul, a reçu ce montant. Pour tout le reste, la plupart des cas, il y a eu lieu à réduction. D'où l'idée que cette sécurité du montant lors de la sélection vous permet de mieux tabler sur le plan de financement, quel sera véritablement le poids de ce soutien. Également, double sécurité, car c'est au niveau du rapport final. Maintenant, même pour celui qui, cette année, exceptionnellement, en documentaire, aurait reçu 60 000 €, eh bien, ce n'est pas dit du tout qu'il maintiendra ce niveau-là lors. Car, et c'est là que je dis que vous avez un vrai avantage, car nous le voyons bien que nos règles financières par rapport à l'évaluation que nous devons faire du budget ne correspondent pas à la flexibilité qui est nécessaire en développement. Donc il est évident que lors de la candidature et lors de la convention que nous élaborons, vous avez établi un certain nombre de coûts, mais il se fait que de par la vie du développement, ce poids et les équilibres varient. Or, vous savez très bien, pour ceux qui ont déjà expérimenté cela, lorsque vous nous remettez le rapport final, nous disons « Ah non, ici, les règles de variation budgétaire ne sont pas respectées » et donc nous coupons, ce qui est très frustrant pour vous, pour nous aussi, mais pour vous surtout. Alors, le reporting, donc le monitoring est plus flexible, comme je vous disais, donc le cadre des types de coûts éligibles sera étant plus flexible, ce sera plus facile pour vous également de démontrer en cas de... donc d'avoir atteint les niveaux. Il n'y aura plus d'avenant en cas de variation budgétaire, donc tout ce côté un peu administratif, car trop souvent, vous vous rendez compte, quand bien même, ça c'est dans le meilleur des cas, vous vous rendez compte que là, vous ne respectez pas les pourcentages et les variations. Or, il se fait qu'il est trop tard, et donc nous devons quand même vous dire non, même si vous en êtes rendu compte. Il n'y aura pas donc de compte certifié. Alors là, ça sera un petit peu étonnant pour vous et pour nous, mais en fait, lors du rapport final, il n'y aura pas de chiffres à l'appui. En fait, c'est pour ça que nous, comme nous disons, la focalisation est sur les résultats du processus de développement. Et donc non plus cette conformité des comptes finaux aux règles financières européennes, qui est le quotidien aujourd'hui d'une évaluation du monitoring, mais compte tenu, effectivement, vous aviez annoncé toute une série de outputs, de ce que vous souhaitiez achever grâce au soutien au développement, et cela, vous nous les expliquerez, vous les étayerez avec les preuves de financement que vous aurez acquis entre-temps, avec tout le matériel de promotion que vous aurez pu élaborer grâce à notre soutien. Voilà. Donc voilà, j'ai fait assez globalement. Je pense qu'il reste du temps ou pas. Enfin, c'était le but, qu'il reste du temps pour vos questions. Ou alors vous êtes fatigué, ou vous voulez le micro. Alors, ah oui, deux. Ça ne change pas. Voilà, oui, ça ne change pas. Donc, ah oui, oui, la question était combien de candidatures en diffusion, en programmation télévisuelle. Très bien. Eh bien, 2, il n'y a pas de changement, c'est pour cela que je ne l'ai pas souligné dans ma présentation. Oui, si j'entends, je répéterai la question. On va faire là et après là-haut. Ah, alors, avec les micros, c'est mieux. Donc, allez-y. Ok. Bonjour, je voudrais que vous réaffirmiez sur le programme TV ce qui a été demandé par Madame tout à l'heure dans la présentation, que le programme télé est bien ouvert également aux collections documentaires, parce que sur votre slide, c'était vraiment purement fiction.
Donc quelle est la réalité du programme? Oui. Vous avez tout à fait raison. Donc, de nouveau, ici, j'ai voulu souligner les changements majeurs et donc se focus sur la fiction. Mais effectivement, il n'y a pas de changement. On soutient bien le documentaire de création à hauteur de 300 000 € et on soutient évidemment l'animation à hauteur de 500 000 €. D'accord. Et cette aide peut être présentée directement par un producteur? J'ai présenté aujourd'hui que des soutiens qui doivent être introduits par un producteur. D'accord. Et enfin, dans le cadre d'une copro internationale avec des pays de langues différentes, quelle est la règle, quel est le producteur qui doit présenter le dossier média? Donc ça aussi, ça ne change pas, donc il y a continuité, c'est le producteur qui détient les droits, la majorité des droits. Merci. Ouais, voilà. Une question rapide d'abord. C'est pour les projets individuels, il y a une seule date pour 2014 aussi ou il y en a deux? Il y aura 2 dates. C'est quand le prochain? Donc, on parle d'un calendrier idéal. Hein, aujourd'hui. Okay. Voilà, nous faisons tout pour que le calendrier idéal puisse être réel, c'est-à-dire publication des appels en décembre, première échéance pour les projets individuels fin février et deuxième échéance fin mai, début juin. Voilà, à confirmer selon la date même de la publication. Okay, donc l'autre question, c'est qu'il y a une nouvelle appui sur l'idée des séries télé de qualité. Oui. Et donc l'idée d'un projet de cinéma qui montre la capacité d'évoluer vers ça au fur et à mesure du développement, y a-t-il une possibilité de transversalité? Ça existait déjà, il y a une grande réussite pour une série française qui était originalement un film de cinéma, mais que c'était sur plusieurs années. Mais si cette idée-là, cette potentiel se révèle au fur et à mesure du développement, il y a une souplesse. Mais disons que là, on rejoint l'autre présentation. Nous avons des soutiens à la distribution cinéma et donc on complète ainsi le soutien à ce type de projet. Or, pour la télévision, dans la mesure où il n'y a pas justement, et ça a été souligné avant, il n'y a pas ce soutien à la distribution, on a fait un autre effort. Okay. Et une autre question sur les auteurs dans un slate, c'est toujours possible qu'il faut qu'il y ait des auteurs différents pour chacun des projets? Donc ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé en tout cas en termes de diversité. Et bon, pensez à la compétition que ça implique. Je ne suis pas certaine qu'un slate d'un seul auteur, quand bien même très bon, soit véritablement gagnant, surtout dans une optique un peu d'innovation. Oui, mais c'est possible qu'il y ait... Ce n'est pas interdit, mais voilà, ce n'est pas interdit. Merci. Alors... Je me rapproche là. Oui, je vais monter. Oui, bonjour. J'avais une question sur l'éligibilité. En fait, vous regardez le critère est l'âge disons, de la société des productions. Dans le cas, par exemple, où quelqu'un qui a travaillé dans l'industrie 10 ans, après vient de créer peut-être sa nouvelle société justement pour innover et créer, est-ce qu'il aurait accès c'est l'expérience individuelle ou l'âge de la société? Donc c'est une très très bonne question. De nouveau là, ce n'était pas un changement majeur, donc je ne l'ai pas souligné. Pour le projet individuel, je rappelle, la société doit exister 12 mois, aucun changement. En cas de slate funding, la société doit exister 3 ans, aucun changement. Au niveau de l'expérience, le principe est le même. La société doit déjà avoir produit une œuvre antérieure qui a été distribué récemment. Et récemment, c'est dans les 2 années précédant la publication de l'appel. Votre question était, est-ce que je suis une... Donc, vous devez attendre l'anniversaire de votre société de 12 mois, primo, de toute façon. Par contre, au niveau de l'expérience, nous acceptons, là c'est la seule dérogation désormais vraiment qui peut jouer, parce qu'elle est facile à prouver, c'est l'expérience du producteur principal, donc s'il est gérant ou s'il est actionnaire, s'il a un crédit personnel de producteur délégué, même d'un film qui n'aurait pas été produit par l'entité qui soumet. Okay, donc ça c'est très facile à prouver si c'est la réalité. Très rapidement, une deuxième question sur les jeux vidéo. Oui. En fait, les jeux vidéo, comme les volets indépendants, même on appelle un projet indépendant, est-ce qu'il doit être quand même associé
un projet audiovisuel comme une série, je me réfère surtout au secteur transmédia. Il peut l'être, mais il ne doit plus, parce que c'était justement sur ça que les syndicats, notamment des jeux vidéo, avaient un petit peu contesté. Le principe, c'est que sous Média 2007, nous avions lié, nous avions soutenu surtout une approche, je dirais, cross-média. Or ici, c'est le jeu vidéo en soi, individuel, mais bienvenue s'il s'inscrit dans une approche cross-média. Oui. Bonjour. Bonjour, Christine. On revient, pour revenir à une des questions de tout à l'heure sur le webdoc, webfiction, je pense que la confusion, c'est que est-ce qu'il existe maintenant, si tout a basculé sur le jeu vidéo, est-ce qu'il existe un soutien? Donc il n'est pas en jeu vidéo, il ne va pas aller là, mais il va aller en projet individuel ou en slate funding. Mais alors après ça c'est pour la phase de développement. Et pour la phase de distribution, est-ce qu'il existe quoi que ce soit pour les soutenir? Alors là, le programme réfléchira. Merci aussi de commenter pour les pistes de réflexion futures. Alors, hop. C'est moi. Bonsoir. Pour le slate funding, vous avez dit qu'il y aurait entre 10 à 60 000 euros par projet. Est-ce que là aussi il y a un forfait où on décide nous-mêmes ce qu'on demande par projet? Non, là je soulignais l'aspect à la carte. Donc c'est vraiment vous qui avez vos projets et vous connaissez les besoins. Donc vous pouvez, justement dans la diversité, varier vos... D'accord. Et donc si on demande 50 000 euros par exemple, c'est oui ou non, ou éventuellement comme autrefois, vous pouvez dire oui mais on vous donne que 40 000 ou 30 000? Donc le slate funding, c'est vrai qu'il n'est pas, donc d'où les avantages, vous avez compris, du montant forfaitaire où on ne réduirait pas. En slate funding, il se pourrait qu'il y ait une évaluation qui dise, ça serait le meilleur cas aussi, c'est d'être sélectionné, mais avec une éventuelle réduction de montant. D'accord, mais donc ça fonctionne comme autrefois en fait. Ça ne change pas nécessairement. Le chiffrage. Voilà, donc je vous invite toujours à bien être réaliste dans les demandes. Alors ensuite... J'aurais 4 demandes de précision sur média diffusion, enfin ancien média diffusion, qui s'appelle maintenant programmation télé. Sur les derniers appels, il y a eu plusieurs projets dont je me suis occupé qui ont obtenu des soutiens alors que c'était avant tout des copros avec des grosses coproductions avec l'Amérique du Nord et quelques pays européens, mais pas tant que ça. Et là, vous dites que vous allez valoriser la valeur ajoutée européenne. Est-ce que, du coup, des projets de ce type, avec des gros apports de partenaires nord-américains ou asiatiques, par exemple, seront toujours éligibles? Oui, des pays tiers, bien entendu. De toute façon, c'est un gage d'internationalité. Donc, quand on dit valeur ajoutée européenne, dans ce sens-là, ça serait également international. Donc, si vous avez été éligible dans le passé, à ce niveau-là, les règles n'ont pas véritablement évolué, donc la réponse est oui, ça resterait possible. Et les bonus, du coup, pour les coproductions étrangères, c'est uniquement avec l'Europe ou aussi avec les pays? Dans ce cas-là, oui, parce que c'est donc l'idée, c'est la coproduction avec un autre partenaire d'un des pays participants. Mais c'est comme j'ai dit, de nouveau, ce n'est pas un critère d'éligibilité, c'est juste un bonus de quelques points d'avantage. Et en ce qui concerne les montants pour le maximum pour les documentaires dans les slate funding, que se passe-t-il quand on a des docu-fictions qui parfois peuvent coûter aussi cher en développement qu'une fiction TV? Oui, avec les reenactments, je comprends. Là, c'est un petit peu à vous de défendre la catégorie dans laquelle vous le présentez. Parce que pour certains projets, je pense quand même aussi que les frontières de genre, que ce soit le documentaire ou l'animation, il y a eu des exemples clairs où ça se situe. Donc je pense que c'est un petit peu à vous aussi de pouvoir établir. Mais en tout cas, en slate funding, ça ne pose pas de véritable problème puisque vous pouvez demander jusqu'à 60 000 euros. Donc. Oui, mais c'est sur le montant maximum du slate qui est à 150 000 si on n'a que des documentaires. Vous avez raison, c'est le nouveau réflexe que je dois avoir puisque vous avez déjà bien compris les règles. J'ai été très claire, hein, je vois que vous avez tout bien capté. Mais donc on peut demander une dérogation. Effectivement, comme ça rejoint un petit peu la question à côté, pour le slate funding, on peut toujours encore réduire en cas de, selon l'évaluation, ce qu'il en est dit. Donc je pense qu'il faut partir de vous, ce que vous
considérer que si vous le présentez comme une fiction, je me souviens très bien de cas où, effectivement, en télé, la question s'est posée, puisque le montant de 500 000 à 300 000 était différent selon la nature, et c'est au producteur la responsabilité de prouver cette nature-là, et bon, le cas-là était gagnant. D'accord. Et enfin, sur les projets individuels, comme l'évaluation, ce sera sur les résultats. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précise là-dessus? Alors, quand les projets aboutissent, on imagine que c'est pas trop dur de prouver qu'on a fait tous les efforts nécessaires. Mais bon, le développement, c'est quand même une prise de risque, ça aboutit pas toujours. Tout à fait. Et du coup, dans ces cas-là, quelles sont les preuves qu'on a fait tout ce qu'il fallait? L'esprit ne change pas, donc nous partageons les risques avec vous, avec le soutien au développement. Il n'y a pas d'obligation de résultat, donc il ne s'agit pas d'entrer nécessairement en production, donc ça ne change pas. Maintenant, nous avons détaillé, nous détaillerons lors de la candidature, vous verrez ce qu'il vous est demandé, et vous verrez que nous avons vraiment étudié et trouvé le bon équilibre entre des éléments que vous pouvez forcément fournir parce que vous avez utilisé le soutien pour développer le projet, parce que forcément, il y aura de l'avancement en termes artistiques. Donc, nous demandons ça d'une part. Nous demandons également une révision du plan de financement avec un état d'avancement. Donc, forcément, si les efforts ont été faits, il vous sera vraiment pas difficile. Nous n'avons vraiment pas créé un système qui vous piège, au contraire. Ce n'est pas de notre intérêt. Ce qui est dur, c'est d'être sélectionné, je pense. C'est ça que vous avez vu avec les statistiques. Donc, il n'est pas question de vous piéger après pour les rapports finaux. Donc, pour les projets individuels en programmation... en programmation télévisuelle, oui, oui, c'est un projet. C'est pas au forfait, c'est... Non, c'est des montants assez élevés. C'est des montants... Oui, parce que c'est des aides à la production. Oui. Et donc excusez-moi, vous pouvez me redire le montant pour les projets individuels? Donc, bon, pour moi, c'est un peu confusing que vous dites individuel, parce que pour moi, c'est individuel et slate funding en développement. Et donc, programmation individuelle pour l'animation, c'est jusqu'à 500 000 €. C'est documentaire 300 000. Et 500 000 en fiction jusqu'à 1 million pour les cas de séries de prestige. D'accord, merci. De rien. Mais là également, ces montants n'ont pas changé. J'ai souligné juste le montant jusqu'à 1 million, qui est effectivement la nouveauté du programme. Et alors, juste petite question sur la programmation télévisuelle. Avant, il y avait un critère d'attribution où il fallait au minimum avoir des contrats avec 3 autres pays francophones ou internationaux. Est-ce que ces critères restent les mêmes? Francophones, enfin 3 européens ou internationaux. Voilà. Donc il y a une petite confusion. Donc 3 diffuseurs, et ça c'est de l'éligibilité, ce n'est pas de l'attribution, ce n'est pas... Voilà, c'est la première étape. Oui, ça reste. Donc ça reste 3 pays. Oui. Pour l'éligibilité. Oui. Ça aurait pu être pire, hein. Ça aurait pu être 5 pour le documentaire. Parce qu'en fait, je crois qu'en réalité, les documentaires de création qui sont aidés présentent en moyenne plus 6 ou 7. Exactement, c'est pour cela. Mais bon, disons qu'on n'a pas voulu trop modifier, donc on en est resté à 3 comme seuil d'entrée. Donc les critères sont les mêmes. Merci. Oui. On a combien d'heures? Bonjour. Pour les critères, pour l'aide à la programmation, c'est assez clair. Par contre, pour les montants attribués, je comprends bien que le plafond est relevé, mais on avait quand même des règles avec un pourcentage sur les dépenses éligibles. Là, aujourd'hui, ça va être quoi là? Ça va être un montant forfaitaire, mais évalué comment? Donc la question que vous posez, c'est par rapport à en projet individuel, montant forfaitaire. Pardon, pour l'aide à la programmation. Programmation. Ça, il n'y a pas de changement par rapport à ça. D'accord. Donc à part le plafond qui est remonté... à part le plafond qui est remonté, il faut prouver la capacité de cofinancement. Donc plus le budget est élevé, plus ce plan de financement sera riche. Donc, mais avant, il y avait aussi un pourcentage calculé sur les dépenses éligibles qui était de 12,5 de mémoire, c'est ça? Ça, c'est le deuxième plafond de toute façon, oui. Ouais. Moi, j'ai ça reste. Tout ça reste. Tout ça, ça reste. D'accord. Tout ça, parfait. En fait, voilà. Il y a continuité. D'accord, parfait. Et j'ai une petite question sur le bonus pour les projets jeunes publics. Oui. Est-ce que, comme pour le soutien distribution cinéma, c'est hors animation? Donc on veut soutenir la fiction jeunesse? Non, nous n'avons pas établi ce. D'accord, parfait. Donc l'animation fait partie des projets. Oui, mais pas toute l'animation est nécessairement jeune audience. D'accord. Ah, donc une question de ma voisine, mais qui est trop timide. Quand est-ce qu'aura lieu la prochaine, en partant du principe que donc le projet est publié mi-décembre? Les appels sont lancés en décembre, donc pour projet individuel, au mieux fin février.
la première échéance. Et l'aide à la programmation télévisuelle? L'aide à la programmation un petit peu plus tard, mais à peine. Donc début mars. Début mars, d'accord. Je vous remercie. Mais il est évident que dès que le calendrier sont confirmés de notre côté, donc que tous les processus législatifs se confirment, les dates seront largement répandues et vous pourrez être fixés. Bonjour. Bonjour. Comment seront considérés les nouveaux entrants de films Netflix ou Hulu dans les critères de sélection? C'est très bien Netflix quand même, ça donne quand même de oui, mais c'est pas des diffuseurs. Donc vous le demandiez spécifiquement dans le contexte de programmation de l'aide à la diffusion TV, télévisuelle. Disons que ça ne suffira pas puisque de toute façon il y a un certain nombre et il y a également une couverture de pays différents. Donc de toute façon ça ne suffirait pas, mais c'est un bon point de départ pour un projet. Netflix, oui. Bonjour, moi j'avais une question par rapport aux jeux vidéo sur les critères d'ancienneté de la société qui dépose la demande et à la fois est-ce que l'appel pour le jeu vidéo sera aussi lancé fin février, début mars? Très bien. Alors, effectivement, pour les jeux vidéo, nous maintenons le même principe que pour les œuvres interactives, c'est-à-dire qu'on accepte là des nouveaux entrants. Ça nous paraissait logique, donc il n'y a pas de date de création, donc par rapport à la question sur l'existence. Pour les jeux vidéo, il n'y a pas cette exigence-là. Toutefois, nous demandons tout de même toujours une expérience en jeux vidéo déjà relevante, je dirais, qui a distribué. Et là, donc j'ai annoncé un appel avec une échéance, et donc cet appel sera lancé un petit peu plus tard, donc sera lancé début 2014, et l'échéance sera un petit peu plus tard. Non, donc pour 2014, en tout cas, c'est un appel, une échéance. Et 2015, il faudra voir 2004, une année à la fois. J'ai une question complémentaire qui rejoint une des questions qui a été posée. Vous avez forfaitérisé l'aide au développement, mais par exemple, on a aussi des documentaires en développement qui font intervenir des moyens lourds en 3D ou en fiction. Et par exemple, le plan média m'avait soutenu sur un développement de projet avec de la 3D, du tournage sur fond vert, de façon beaucoup plus haute que les 25 000 € qui sont forfaitérisés maintenant. Comment on se sort de ce genre d'impasse ? Alors, cette impasse, donc d'abord, comme j'ai dit, annoncer ces statistiques, ce n'est pas quelque chose qu'on a établi du néant, donc ça part du statistique. Et par ailleurs, nous avons des diffusion télévisuelle. Donc, votre projet en 3D pourrait aussi être pour la télé ou uniquement pour Il est pour la télé, mais pour la télé. Au moment du développement... Disons qu'au niveau du développement, voilà, le soutien sera limité à 25 000 € pour des projets en documentaire de création. Si vous vous présentez en individuel, ça peut aller jusqu'à 60 000 si vous allez en slate funding. Et nous avons quand même cette aide à la production avec diffusion télévisuelle un peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est des projets qui sont lourds à développer. Donc c'est vrai que pour le démarrage, il y a cette... voilà, c'est pour ça qu'on vous annonce les montants, comme ça vous savez exactement quel moment soumettre. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais une précision. Je voudrais savoir pourquoi Média ne souhaite pas soutenir les projets d'animation, enfin plutôt les programmes d'animation, donc les suites, les deuxièmes saisons, et pourquoi effectivement cette innovation est réservée à la fiction. Ça, c'est une première chose. Et puis, d'autre part, j'aimerais que vous précisiez un petit peu la notion d'audience reach que vous avez citée tout à l'heure, qui a l'air d'être une velléité nouvelle de la part de Média, et comment elle va être présentée par les producteurs, comment elle va être argumentée par les producteurs. Est-ce qu'il faut vous fournir des rapports d'audience de nos anciens programmes? Comment ça va se passer? Voilà. Donc, je vais répondre d'abord à la deuxième question. Pour l'audience reach, comme c'est vraiment up to you, comme c'est vraiment en vos mains, c'est vous qui le traduirez. Et nous, on le lance comme... bon, je l'ai lancé aujourd'hui un petit peu subliminalement comme mot-clé. Donc, ça sera vraiment vous. N'oubliez pas que nous avons toujours mis l'accent sur les stratégies. Donc, ça reste juste à intégrer l'audience reach dans vos stratégies. Alors, pourquoi l'animation ne bénéficie pas de cette exception deuxième, troisième saison ?
En développement, vous avez toujours pu encore développer les deuxième, troisième saisons. Par contre, en animation, nous n'avons pas eu les demandes telles que le secteur de la fiction avait eu par rapport aux difficultés même. Et c'est aussi parce que c'est un signe de santé de l'animation, du secteur d'animation. Il est un peu plus fort, l'animation européenne, et pour cela que nous ne mettons pas le focus sur les deuxième saisons en animation, et nous le mettons en fiction car c'est encore un moment fragile. Donc je ne vous garantis pas que tout au long, jusqu'à la fin du programme, nous allons maintenir cette extension. Donc nous allons voir, mais c'est pour cela que nous jouons cette dérogation-là en ce début de programme. Alors, il n'y a plus de questions. Et toi ? Merci. Dernière question. Et, les critères d'avoir justement le cofinancement au 50%, ça doit être par d'autres moyens, donc parce que même avoir la subvention européenne, ça doit être certifié, disons, au moment de la soumission, ou ça peut arriver après, par exemple au moment de la communication, d'avoir. Et même question par rapport à aux diffuseurs. Disons, à la confirmation des diffuseurs dans les 3 pays européens, de faire partie du projet, de soutenir le projet. Vous posez la question pour programmation télévisuelle et développement ? Les deux, oui, développement et alors, pour programmation télévisuelle, il faut. Ça fait partie des critères d'éligibilité, donc vous devez donner les minimums qui sont demandés. Et d'ailleurs, la règle du minimum de 50% acquis dans le plan de financement demeure également. Donc ça, il n'y a rien de changé. Pour le développement, et donc là de nouveau, j'en profite, nous misons beaucoup en développement sur la stratégie. Donc il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir des financements en place ou confirmés. Évidemment, dans la compétition, ça peut aider, mais en faisant une statistique, par exemple, sur les 20 documentaires de fiction français qui ont été soutenus en 2013, 5 avait un diffuseur déjà on board, comme on dit, donc déjà acquis au moment de la candidature, mais 15 ne l'avaient pas, mais avaient élaboré des stratégies convaincantes et réalistes. Merci. Alors, une question ? Juste une petite question sur la coproduction. Vous financez des fonds en France de coproduction ? Je n'ai pas compris. Sur la coproduction. Donc pourquoi j'ai mis le mot-clé coproduction dans mes mots-clés ? On a des fonds de... Je sais pas, là c'est... Bon, je pense que dans la présentation du cadre général, il existe un nouveau soutien qui est le fonds à la coproduction, mais qui est donc une opportunité supplémentaire pour les producteurs, mais qui se fera via les fonds de coproduction comme Uberbase. Mais en France, il y a le fonds Sud, non ? Il y a le fonds Sud, par exemple. Donc c'est un... Pardon, oui, comment il s'appelle ? Cinéma du Monde, pardon. Ah, c'est notre fonds, d'accord. Voilà, okay. Et merci. Donc ça, c'est une opportunité par rapport à ça. Donc, c'est une nouvelle action, donc l'appel va devoir sélectionner ces fonds de coproduction et qui, eux, établiront la ligne éditoriale des choix des projets. Donc, comme je dis, aujourd'hui, c'est une opportunité supplémentaire dont les modalités dépendront aussi des fonds qui seront soutenus. D'abord, qui demanderont, qui seront candidats. Bonjour. Est-ce que vous pouvez juste repréciser sur les nouveaux critères, l'entrée en production sur le développement ? Parce que là, vous avez quand même changé quelque chose qui est fondamental, c'est les 8 mois d'éligibilité avant de rentrer en production. Ça me paraît assez évident en fiction. En documentaire, c'est souvent plus difficile. D'accord. Alors, comme je vous avais dit, c'était en rouge parce qu'il y avait eu beaucoup de discussions. Et donc, j'ai essayé de vous expliquer les raisons qui sont derrière cela. Ceci dit, n'oubliez pas que lorsque vous présentiez une demande, indépendamment d'une règle qui est écrite, vous n'étiez pas censé entrer en production avant qu'on ait signé la décision. Bon, en l'occurrence, moi-même, disons que j'ai signé les décisions. Ça prenait environ 6 mois. Donc il y a quand même aussi un temps de préparation. Donc ce n'est pas très éloigné de toute façon ce qui est un cadre qui, de toute façon, vous n'étiez pas censé entrer en production avant les résultats de la sélection. Maintenant, ce qui est important pour le documentariste, c'est que si on dit que vous n'êtes pas censé entrer en production dans les 8 mois à partir de la date de soumission, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas toucher une caméra. C'est-à-dire qu'on entend bien et on comprend bien
que tout ce qui est à titre de repérage et que vous devez tourner parce qu'évidemment il se passe quelque chose à ce moment-là, mais qui n'est pas le tournage complet principal de l'équipe entière qui a été recrutée pour le documentaire, tous ces repérages-là ponctuels sont évidemment du développement et donc sont éligibles. Et donc c'est effectivement, je vous remercie pour la question, parce que c'était quelque chose que j'aurais dû développer pour le documentaire. Voilà, ça ne veut pas dire interdiction de toucher une caméra ou de tourner des images, au contraire. Oui, c'était le cas déjà, voilà. Mais la mise en production, pour vous, c'est quoi? C'est le premier jour de tournage? C'est le premier jour de tournage avec l'équipe en place complète, recrutée sous contrat. Bon, pas d'autres... Ah si, il y a encore une question. Alors, je passe là. Merci. Oui, j'ai une question qui concerne les collections documentaires. Vous avez abordé ce sujet il y a, tout à l'heure, mais très brièvement. Je voudrais savoir comment vous les traitez. Est-ce que vous les traitez par film documentaire inclus dans la collection ou en tant que collection? Alors ça dépend de comment vous les présentez et également dans le temps de développement, je dirais, parce que de mon expérience, on peut avoir soit vous soumettez un concept d'une collection, oui. Et c'est celle-là qui est soutenue, donc alors c'est le concept, mais j'ai également eu dans le temps des unitaires qui ont fait partie d'une collection, mais qui est vraiment sur 10 ans, il était une fois, et c'est quelque chose qui était... Donc ça dépend aussi dans le mode d'exploitation. Si vous l'exploitez de manière collection, c'est une collection. Si vous l'exploitez chaque unitaire comme étant une œuvre en soi, c'est chaque fois des unitaires. D'accord. D'accord. Merci. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et vos questions très intéressantes.